Donc j'ai 5 minutes de moins, je vais devoir aller un petit peu plus vite. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas, ce dont je vais parler, c'est la DSi, donc le successeur de la Nintendo DS, qui était composé de 2 GBA et un GPU. Donc sur la DSi, on a à peu près on a les mêmes jeux, mais on a également une caméra et d'autres features assez sympathiques. Et ensuite, on a eu la 3DS avec un système de 3D autostéréoscopique. Avant que je commence à parler de la DSi, je vais un petit peu parler de la Nintendo DS pour pouvoir ensuite montrer les différences. Donc, la DS, c'est la première console de Nintendo qui implémentait de la cryptographie, mais ils ont commis une erreur en ce qu'ils utilisaient de la cryptographie symétrique et donc la même clé pour chiffrer et déchiffrer ce qui était présent sur les cartouches. Et donc, on a pu casser cette cryptographie, ce que Nintendo n'a pas forcément apprécié, forcément. Parce que notamment... Donc, c'est ce qui a mené Nintendo à passer à de la cryptographie asymétrique. Ce qui signifie qu'ils ont complètement changé les choses et complètement utilisé un système de cryptographie complètement différent pour la DSi. Donc cette console, elle est sortie il y a une quinzaine d'années, donc je dois pas être le premier à avoir regardé ces choses. Donc les premiers qui ont vraiment regardé les choses, c'était Skyline, avec Skyline RAM 3R en 2009, qui ont notamment fait des attaques à mi-thème contre la RAM bus, contre le bus RAM, et ça a mené à la découverte de vulnérabilités, etc. Et ça a permis de mener par exemple des exécutions de code. Donc c'était sympa, mais en fait c'est tout ce qui a été possible de faire avec ça. Et rien d'autre s'est vraiment passé après ça. Personne n'a trop regardé, a priori. Donc ensuite, la 3DS a été publiée donc en 2011. Vous pourriez avoir vu ces présentations à des congrès précédents. Donc la 3DS, elle a été cassée en termes de sécurité plutôt pas mal. Donc par exemple, en 2018, on a eu un bootcode pour la DSi qui est apparu, donc un launch. Donc vous pourriez vous dire, bon bah on a un exploit bootcode, on va pouvoir exécuter notre propre code directement au boot. Donc le problème est réglé, non? Mais pas vraiment. En fait, on a également un deuxième bootloader qui utilise la IMMC. Et les gens n'aiment pas trop quand ils tombent sur de la IMMC, et notamment sur la DSi. L'IMMC, il est exploitable assez rapidement et bon, bah, c'est pas forcément bien. Et nous, ça n'a pas permis de trouver la boot ROM, et nous, on veut la boot ROM. Donc, au lieu d'utiliser une attaque un petit peu stylée, peut-être qu'on peut juste faire revivre la console en remplaçant l'IMMC. Bon, en fait, l'IMMC a un identifiant, un card ID qui est utilisé pour dériver la clé de chiffrement du file system. Et il est aussi utilisé comme du matériel de clé. Donc si vous remplacez l'IMMC, globalement la console va pas réussir à boot. C'est également un problème, et c'est également pourquoi c'est pas exactement une histoire de boot. Si on parle un petit peu de matériel, la DSi elle a 2 CPU ARM. Donc un qui fait tourner la plupart du code des jeux, et un second qui tourne plus lentement mais qui a accès à toutes les entrées-sorties, les I/O.
Donc, chacun a une RAM un peu spécifique que seul ce corps peut voir. Donc, et notamment, on a la WRAM, donc qui est associée à différents blocs de mémoire physique et chacun spécifiquement associé à un corps particulier. Mais chacun de ces blocs, il est lisible par juste le corps associé. Parlons maintenant de comment la console boot. Donc, dans le SOC, on a le CPU, la boot ROM, le système de chiffrement AES. Il y a l'IMMC à côté qui a le bootloader de deuxième stage. La première chose qui tourne dans la DSI, c'est la boot ROM. Elle est dans cette ROM masquée et ça charge le deuxième étage, le deuxième stage, depuis l'IMMC. Et ça s'est chargé en RAM et exécuté. Le deuxième étage, le deuxième stage, est ensuite exécuté. Lui, il peut lire un menu système depuis un fichier en FAT et ça s'est chargé dans la DRAM. Et c'est à partir de là qu'on a le code qui allume l'écran et qui vous donne le logo de boot. Et ce menu est capable, lui, de charger un jeu depuis une cartouche. C'est chargé aussi dans la DRAM. Mais avant que le CPU saute à ce code-là, il va appliquer ce qu'on appelle les registres sconfig. Ce sont des registres qui servent à activer ou désactiver certaines parties du hardware et ils ne pourront pas être rallumés tant que la console ne sera pas redémarrée. Ça, c'est parce que la console n'a pas d'hyperviseur ou de système d'exploitation. Donc, c'est la seule façon de s'assurer que le jeu, pendant son exécution, ne peut pas avoir accès à l'IMMC et qui ne pourra pas donc modifier le code ou le dumper. Donc, c'est une façon assez intéressante de faire de l'isolation. Alors, la 3DS n'est pas complètement hors de propos ici. Elle a un mode de compatibilité pour faire tourner des jeux DS et DSi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu que ce soit un émulateur software, le hardware de la 3DS se reconfigure pour entrer en mode DSi. Donc ça, c'est implémenté dans le firmware et ça permet de faire en sorte que quand on charge un jeu DSi, il y a du hardware 3DS qui est désactivé. Et ça s'assure que le hardware fait ce switch de mode. Et la première chose qui va s'exécuter en mode DSi, c'est ce même bootloader de deuxième stage. C'est le même que celui qu'on a sur la DSi qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, c'est charger ça en SRAM, donc avec le Skyline ou le RAM Tracer dont on a parlé, on ne peut pas dumper cette SRAM. Mais comme c'est leaké par le firmware de la 3DS, on peut quand même lire le code, on peut trouver des vulnérabilités, et c'est comme ça que Unlaunch a pu être produit. Alors, ce qui est le plus important ici, c'est que si votre IMMC lâche, votre console lâche. Et le deuxième stage se produit après le check de la signature de l'IMMC. Donc c'est à ce moment-là que se produit Unlaunch. Si votre IMMC est cassé, Unlaunch ne vous aidera pas. Si on veut pouvoir marcher dans cette situation, il nous faut de l'exécution de code plus tôt. Personne à l'heure actuelle n'a la boot ROM. Et faire de la recherche de vulnérabilité en black box, c'est compliqué, c'est pas fun. Donc on a vraiment un besoin d'acquérir cette boot ROM. Sur la 3DS, il y a une vulnérabilité hardware. On peut utiliser de l'injection de faute en hardware qui a permis d'exécuter, de dumper la boot ROM. Il s'avère que cette vulnérabilité marche aussi sur la DSi, ce qu'on appelle un hack vector glitch. Alors, on a les deux ROM des deux corps qui sont séparés en segments, en vecteurs, pardon. On a des handlers d'interruption, ça c'est ce qui va à des pointeurs vers le code exécuté quand une interruption se produit. On a aussi des pointeurs vers ce qu'on appelle les routines utilitaires. Bien sûr, le botcode peut également faire intervenir les registres sconfig. Et bon, là, on va se retrouver coincé jusqu'à ce que la console soit rebootée. Bien sûr, dans certaines choses, pour certaines routines,
il y a le bout de RAM. Mais pour les vecteurs d'exception, les interruptions, on veut faire des choses un peu différentes. On peut avoir par exemple besoin de naviguer les menus, etc. Et donc ça nécessite qu'on ait un moyen de changer le comportement des choses au bout. Et par exemple de faire sauter certains handlers d'exception sur le RAM. Et donc on a besoin de quelque chose qui persiste au reset. Donc on a une puce de reset. Donc si on a une injection de faute et qu'on a de la chance, on va avoir une exception indéfinie. Et donc on va revenir au handler précédent et arriver sur notre payload, de cette façon obtenir une code d'exécution sur la boot RAM, une exécution de code sur la boot RAM. Alors, je n'étais pas le premier à penser à ce type d'attaque. Il y a des posts sur certains forums en 2016-2017, mais ils n'avaient pas vraiment réussi à l'époque. Alors pourquoi ? Parlons en pratique de comment ça marche, de glitcher du hardware. Alors, ça, c'est une simplification ici. Là, ce qu'on a, c'est un inverteur CMOS. Si vous ne savez pas comment ça marche, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une entrée et une sortie. On a deux transistors, une ligne de tension positive et une masse. Si on met un 0, ça va allumer le transistor en haut, ce qui va connecter la sortie à la ligne haute, ce qui fait qu'on aura un 1. Maintenant, si on fait un court-circuit entre le rail de voltage positif et la masse, la sortie sera 0. Si vous faites ça pendant assez longtemps, ça veut dire que la puce va s'éteindre parce qu'il n'y a pas assez d'électricité et donc il ne faut pas faire ça. Mais si vous le faites pendant un très court instant, la puce va continuer à tourner, mais les données qu'elle a calculées vont être erronées. Ces données qui vont être stockées probablement dans un registre ou en RAM. Et donc d'avoir ces erreurs, ça va causer tout un tas de problèmes. Alors, si vous regardez le PCB, vous pouvez voir qu'il y a ces choses-là ici, qu'on appelle des condensateurs de découplage. Ça garde un petit peu de courant pour éviter justement ce genre de glitch. Les gens qui avaient essayé cette attaque n'avaient pas vraiment pris ça en compte. Soit ils avaient fait des glitches trop longs, soit ils avaient des glitches trop courts. Ils ne savaient pas vraiment précisément timer leur attaque. Donc leur attaque n'a pas marché. Heureusement, on a d'autres façons d'injecter des erreurs. Il y a ce qu'on appelle EMFI, Electromagnetic Fault Injection, donc l'injection de faute électromagnétique. Si vous avez quelque chose, comme on peut voir à gauche ici, 400 volts pendant quelques nanosecondes, ça va générer un champ électromagnétique dans une bobine ici. À droite, vous avez une image 3D de ce à quoi ressemble une puce à l'intérieur. En bas, vous avez le silicone avec tous les transistors, c'est ce à quoi on pense le plus souvent. Mais au-dessus, vous avez cette partie en doré, et ça, c'est les interconnexions. Ça, c'est littéralement des fils qui interconnectent tous les transistors et qui permet que cette puce fasse des choses utiles. Maintenant, si l'interconnexion est frappée par cette EMP, ça va induire un courant un peu partout, toutes sortes de courants dans tous les sens, et ça va causer tout un tas de problèmes. L'avantage avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier de ces condensateurs ou de l'état de la ligne à voltage haut. Vous avez quelque chose de facile. Alors, il faut de l'équipement un peu plus spécialisé, mais ça tombe bien parce que moi j'ai ça, parce que j'ai accès à un labo avec plein d'équipements cool. Donc en pratique, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez à gauche ce qui reste d'une DSI, il y a le socle qui est exposé, et à droite, vous avez une petite bobine qui est connectée à un générateur d'impulsion. Si on zoome un peu, ça ressemble à ça. Le générateur d'impulsion peut être déplacé en X, Y et Z, ce qui permet de cibler différentes zones de la puce. Et on a un breakout sur une breadboard, ce qui permet d'assez facilement connecter ça à un Raspberry Pico ici. On s'en sert pour redémarrer la puce rapidement et de commander le générateur d'impulsion, donc d'avoir le timing qui est bien contrôlé. Tout ça utilise des fils assez importants. On a dû utiliser ici du papier d'alu pour isoler le Raspberry Pi des impulsions, sinon ça ne marchait pas. Grâce à ça, on a pu injecter les fautes et j'ai pu lire la boot ROM.
Mais on a un petit problème ici. Le code ARM7 a uniquement le code des drivers et d'autres trucs pas très intéressants. Nous, ce qu'on voudrait, ce serait avoir le code cryptographique. Et malheureusement, on ne l'avait pas ici. Donc il va falloir dumper la bootROM du processeur ARM9. Sur la 3DS, c'était plutôt facile. Dès que vous avez l'exécution de code sur un des corps, vous pouvez envahir l'autre code et lire ce qu'il a. Ça ne marche pas sur la DSi. Donc on s'est dit, peut-être qu'on peut essayer le même genre de glitch, mais ça ne marche pas non plus, parce que sur l'ARM9, sur ARM9, la WRAM est aussi reset et on ne peut pas utiliser ce genre d'attaque. Il va donc falloir utiliser un autre type d'attaque ici. Donc ici, c'est une vue d'ensemble de comment la bootROM fonctionne. Donc les deux corps font un petit peu d'initialisation. Ensuite, ce qui a besoin d'être chargé est chargé, c'est envoyé à l'ARM9 qui effectue quelques routines de vérification cryptographique qu'on ne connaît pas exactement. Ensuite, si tout est bon, l'ARM7 va loquer le boot core la bootROM des deux corps. Et ensuite, l'ARM9, il attend que ce verrouillage il arrive pour passer à la suite, pour passer au stage 2. Donc, nous, au lieu de simplement dumper la bootROM, on va prétendre qu'on est la bootROM. Et ensuite, on va essayer d'avoir l'ARM9 qui finit dans une boucle infinie. Et ensuite, on va injecter une seconde faute dans l'idée de faire en sorte que l'ARM9 sorte de cette boucle et que le boot se poursuive comme si tout allait bien. Et qu'on passe à l'étape suivante du boot, puis à la suivante. Et ensuite, en utilisant un autre exploit, faire en sorte de pouvoir exécuter notre propre code. Pour ce faire, donc j'étais pas le premier à faire ça, StuckPixel et Normat1 sont allés plus vite que moi là-dessus, et j'ai fait ça également. Donc ça ressemble à ça. Donc j'avais mon transistor qui était connecté à une alimentation. Donc on a fourni notre propre clock pour la synchronisation des différentes choses. Donc, une chronologie de l'attaque. Donc, on a le reset au début. Lorsqu'on commence à booter, on injecte la première faute qui prend le contrôle sur l'ARM7. Ensuite, la chip est bloquée, on ne voit plus d'activité. On continue d'injecter des glitches jusqu'à ce qu'on espère ça fonctionne et que l'ARM9 se retrouve coincé dans sa boucle infinie. Et là, on voit un peu d'activité à nouveau, c'est la deuxième étape du boot. Et ensuite, la lecture du boot. Donc ça fonctionne. Il y a également une routine de vérification cryptographique. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bah maintenant on peut enfin commencer à répondre aux questions que les gens se sont posées. Donc, est-ce qu'on a du NTR boot? Est-ce qu'on a de la vérification de signature? Donc la réponse à la seconde question c'est oui. La même combinaison de clés va pouvoir être utilisée. Et regardons la procédure de boot maintenant. Donc ici on a le CPU ARM9 et l'ARM7. Et on a également la SPI Flash et la IMMC. La première chose qui se passe lors de l'initialisation, c'est que l'ARM7 charge la configuration de boot. Ensuite, généralement l'IMMC. Dans un cas typique, l'IMMC est sélectionné comme médium de boot et on charge du coup le code de boot à partir de là dans la WRAM et la NWRAM de l'ARM9.
Alors, là-dedans, on a un premier header qui indique où trouver les informations de l'MMC. Il y a aussi de la configuration qui est là-dedans, parce que c'est un système un peu compliqué. Et on a une signature RSA. Généralement, une signature RSA, c'est qu'on a les données, on calcule le hash de cette donnée, et ensuite on signe le hash. Ici, ils font quelque chose d'assez intéressant. Ils calculent tous les hashes de chacun des morceaux des données, et ensuite ils signent tous ces hashes-là. C'est intéressant, c'est que non seulement ils ont ces deux blobs de boot, ils ont aussi le header, et ils ont aussi un dernier hash pour pour une plus de validation de tout ça. Mais donc le R9 va vérifier tous ces hashes et toutes ces signatures. Si ça match, ça continue. On va ensuite loader la première image de payload qui est déchiffrée et chargée en mémoire. C'est chargé par le compresseur AES et directement en mémoire, ou alors il est possible d'utiliser de la compression, auquel cas les données compressées sont envoyées à l'ARM9. L'ARM9 étant plus rapide, c'est lui qui va faire la décompression. Et les données seront ensuite stockées en WRAM. Ça sauve probablement quelques microsecondes de temps de boot. Une fois qu'on a checké les hashes de ce binaire-là et que c'est bon, il va se passer la même chose pour le deuxième binaire. Et si tout va bien, la console va continuer à booter avec le deuxième étage de boot. Alors, ce système de signature est assez intéressant parce que ça signe beaucoup de choses en même temps et ça contient aussi une clé. Cette clé n'est pas hard-codée, donc on pourrait juste Nintendo pourrait juste distribuer une mise à jour au cas où la clé aurait leaké. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette clé publique qui, elle, est hard-codée dans le boot ROM et qui est assez difficile à lire. Donc c'est une construction assez intéressante, mais c'est aussi très custom. Et la première chose que vous avez entendue quand vous parlez de cryptographie, c'est ne faites pas de crypto custom. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ça utilise SHA-1 et RSA 1024, qui sont des algorithmes assez vieux et plutôt obsolètes. Malheureusement, après avoir passé pas mal de temps à regarder ce code-là, je n'ai pas trouvé de vulnérabilité. Pas de sig hacks. Mais heureusement, on a aussi SHA-1. On peut peut-être attaquer SHA-1. Alors, pas tout à fait. On peut faire des attaques par collision, ce qui veut dire qu'en tant qu'attaqueur, on peut choisir le hash pour lequel générer des collisions. Mais pour ça, on aura besoin d'avoir... on a uniquement une première image hachée. Il nous faudrait une deuxième préimage. Et à l'heure actuelle, on n'a pas d'attaque connue qu'on peut utiliser. On a aussi RSA 1024. Vous avez peut-être entendu parler du fait que les clés publiques sont créées à partir du produit de deux grands nombres premiers. Peut-être que cette clé est suffisamment petite. Non, ça utilise toujours trop de calculs de factoriser des clés RSA 1024. Mais il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Peut-être que comme ces clés ont été générées en 2005, il y a eu une erreur qui a été faite lors de la génération de ces clés. C'est assez dur de générer des bonnes clés RSA. Il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire. Et si on fait certaines de ces erreurs, il est possible de factoriser ces clés plus rapidement. Il y a un outil que vous pouvez utiliser, qu'on peut essayer facilement. Malheureusement, ça n'a pas marché non plus. Donc moi, je n'ai pas la capacité de calcul pour factoriser ces clés. La NSA les a probablement. Donc peut-être que si vous êtes la NSA, vous pouvez nous rendre un petit service, factoriser ces clés et nous dire voilà les clés, amusez-vous bien. Ça ne veut pas dire que j'abandonne. Donc regardons les vulnérabilités dans le code à la place. Donc il n'y a pas de vérification sur la taille du payload et l'adresse de chargement, donc on pourrait toujours avoir une payload très grosse et la faire charger un petit peu. Mais bien sûr, il y a une signature RSA, donc c'est un peu compliqué à contourner. Mais si on regarde le code associé à la signature RSA, l'implémentation, elle travaille sur le padding, elle vérifie que le padding est correct. Si c'est le cas, ça copie les données, ça répond true, sinon ça répond faux. Cependant, si on a un padding qui est incorrect, ça va utiliser une certaine zone mémoire en tant que signature et ça va poursuivre. Dans la boot ROM, cette mémoire pas initialisée, c'est toujours des zéros.
Et si vous vous rappelez de ce hash supplémentaire dont je parlais tout à l'heure, ce tas de zéros là, ça va amener un échec également. Donc c'est presque un bug. Qu'est-ce que ça fait si on introduit un vrai bug? Bon bah faisons un peu plus d'attaque par glitching. Donc ici on a deux vérifications de hash qui aboutissent au même if. Donc si on glitch ce move, on va peut-être pouvoir bypasser ces deux vérifications de hash. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas bypasser les blocs de payload, mais on peut peut-être utiliser ça d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon bah, on peut mettre ce qu'on veut ici. Comme je l'ai dit avant, va pas y avoir de vérification sur si ça a vraiment du sens. Donc ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de mettre une payload compressée, l'envoyer vers le ARM9. Et à la fin, on va peut-être avoir du ROP. Et donc on va regarder si on a un call à la même copie, on va jump dessus. Et on va chercher une zone mémoire qui est exécutable et prendre le contrôle de cette façon de l'ARM9. Donc, faire en sorte que tout se passe comme attendu lors du boot. Ensuite, faire en sorte que la deuxième payload soit mise sur l'ARM9. Sur l'ARM9, il n'y a pas de protection. Et ainsi obtenir de l'exécution de code sur l'ARM9 et l'ARM7. Avec seulement un glitch. Bon, en théorie, ça a l'air sympathique, mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Donc, si on teste dans MeloNDS, donc ça c'est un émulateur, on peut simuler l'exécution de notre exploit et on peut vérifier que l'exploit fonctionne. Mais bien sûr un émulateur n'est pas du vrai hardware, donc on a aussi pu tester ça dans notre labo et ça a marché du premier coup, ce qui est vraiment cool. Mais bien sûr un setup de labo comme ça, c'est pas quelque chose que tout le monde a. Donc comment est-ce qu'on peut transformer ça en un mode chip? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon déjà il faudrait peut-être une cartouche de jeu. Malheureusement la cartouche de jeu ne peut pas utiliser le système de compression dont on a besoin. Donc non. Deuxième option, il y a l'IMMC. Alors oui, mais c'est pas très pratique de reflasher cette IMMC sans avoir un autre exploit. Et il y a aussi le problème que réécrire régulièrement l'IMMC peut l'endommager. Ou alors on a SPI, le bus SPI qui est beaucoup plus facile. Quel genre de glitching? Donc EMFI que moi j'utilisais, c'est bien, mais c'est pas très pratique. L'autre option c'est du glitching de tension. Donc il va falloir utiliser ça parce que c'est le truc qui rentrera dans un mode chip. On pourrait utiliser un PCB qui s'interpose devant la puce Wi-Fi. Il suffirait de solder ça à 2 points de test ici. Ça devrait marcher. J'ai passé du temps à essayer de concevoir des PCB pour ça. J'ai essayé de les valider. Et regardons à quoi ça ressemble avec les centres de debug qui cachent un peu ici. Mais j'ai le setup justement ici. On peut espérer que ça marche. Donc on a ici le mode chip qui est installé. Et si tout se passe bien, ça devrait s'allumer. Et voilà. Est-ce qu'on peut remettre les slides, s'il vous plaît? Ok. Alors j'avais aussi une vidéo en backup, alors j'ai pas besoin de l'utiliser ici puisque même si j'ai passé toute ma journée d'hier à faire marcher ma démo pour faire cette vidéo, parce que bon cette démo s'est cassée à un moment donné. Cette vidéo vous montre la même chose, mais ce qui est intéressant c'est que ça montre aussi un log de debug. Je vais expliquer dans une minute pourquoi j'ai ça, parce qu'il me reste un peu de temps. Alors, ma vidéo à freeze, c'est pas...
Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai quelque chose qui espionne ce qui passe sur le bus SPI, ce qui me permet de savoir quand glitcher le CPU. Et ça marche du premier et du deuxième coup. Donc c'est un exploit qui est très stable, ce qui est quand même vachement bien. Si vous voulez voir les détails, les slides sont en ligne ou le seront peu de temps après cette présentation. Vous pourrez regarder en détail vous-même. Donc pour récapituler, j'avais dumpé la boot ROM ARM7 avec un vector glitch. J'ai dumpé ensuite la ROM ARM9, la boot ROM ARM9 avec un double glitch. Ensuite, j'ai cherché s'il y avait des vulnérabilités dans la boot ROM de l'ARM9 pour voir si c'était utilisable, des glitching attaques étaient utilisables dessus. Ce qui a permis de développer un nouvel exploit à base de glitching et de le packager sous forme de mode chip. Donc voilà. Ce qui est intéressant sur la DSi, c'est qu'il y a énormément de systèmes très custom comparé à la 3DS qui suit des standards comme PKCS et qui est quelque chose de beaucoup plus classique. La DSi est très custom et donc est très intéressante à hacker. C'est pour ça aussi que ça nécessite des exploits très compliqués, même si la 3DS est sur le papier plus sécurisée. Ça demande plus de travail pour attaquer une plateforme custom comme la DSi. Alors bien sûr, tout ça n'était possible uniquement parce que le deuxième stage de boot de la DSi a été leaké par la 3DS il y a quelques années. C'était aussi un talk de hacking de console Nintendo au Congress. Les secrets dans le hardware, c'est bien, à moins que vous les divulguiez. Donc j'ai beaucoup de gens à remercier pour ça, StockPixel et Normat, qui ont fait après exactement la même chose que ce que moi je faisais, mais en parallèle au même moment. Arthur et Lennart qui m'ont beaucoup aidé pour tout ce qui était l'injection de fautes. Nocache pour avoir créé Unlaunch, qui était incroyablement utile et vraiment nécessaire pour faire ce genre de travail. Aristotura et tous les gens qui ont aidé à créer MelonDS, ça m'a évité énormément de travail. Ces canaux de discussion qui m'ont permis de réfléchir à ça. Et Nintendo, bien sûr, pour le challenge super amusant. Oh. Ok, donc j'ai presque fini, juste 1 ou 2 minutes. Mais ça va, j'ai le temps. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment les setups de glitching fonctionnent, vous avez les liens ici, les slides seront en ligne, vous pourrez trouver ça sur Internet. Les patchs MelonDS sont déjà upstream, donc vous pouvez déjà les trouver, il y a déjà des gens qui les utilisent pour trouver des nouveaux exploits. J'ai mis à jour DSi Brew avec mes découvertes. Le firmware mode chip sera public très rapidement, à peu près en même temps que la payload exploit. Et le nouvel init code. Les PCB pour le mode chip vont pas être publiés tout de suite parce qu'il y a quelques bugs encore. Bon, bien sûr, il y a aussi des bugs dans le reste du code, mais mettre à jour du software, c'est facile. Mettre à jour du hardware, c'est plus compliqué. Enfin, mettre à jour un PCB, ça se fait pas vraiment, il faut juste en créer un nouveau. Et donc pour ça, il va falloir attendre un petit peu, désolé. Pour les gens qui voudraient un challenge de soudure, il y a également un guide de choses à faire soi-même. Donc si vous voulez essayer de le faire vous-même, allez-y. Et du coup, maintenant, tout le monde peut faire ça. Bien sûr, dans ce qu'il reste à faire concernant le mode chip firmware, les paramètres du glitch pour l'instant sont hardcodés, c'est embêtant parce que les propriétés physiques de la console changent en fonction de la température, donc ce serait bien de pouvoir les ajuster automatiquement. À l'heure actuelle, ça prend la place de la puce Wi-Fi. Ce serait bien de pouvoir garder le Wi-Fi fonctionnel quand utiliser le mode chip. Il y a pas mal de choses qu'il faut continuer à implémenter parce que, par exemple, initialiser l'écran tactile, initialiser le son, etc. Dans l'initcode. Et aussi que dans le firmware custom, enfin dans le code de boot custom qu'on puisse aussi charger des choses depuis la carte SD. Ça manque.
Ce sera ajouté plus tard. Et avec ça, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ceux qui s'en vont, s'il vous plaît, prenez vos déchets, vos bouteilles, vous savez, et suivez la règle 6-2-1, 6 heures de sommeil, 2 vrais repas et une douche par jour. Et n'oubliez pas de porter des masques. En tout cas, si vous avez des questions à poser, vous avez un micro là-bas. Attention, on veut des questions, pas des commentaires. Et s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit en sortant, la session n'est pas terminée. Merci pour cette super présentation. J'ai pas bien compris comment vous apportiez ces modifications dans la WRAM en premier lieu. Donc au début, vous avez eu besoin de modifier la WRAM. Comment vous avez fait ça? Alors pour ça, il y a déjà des exploits qui permettent de le faire. Vous pouvez mettre un fichier sur la carte SD qui va exploiter, par exemple, le programme qui prend des photos. Ça vous donne de l'exécution de code, mais à un niveau de privilège pas très élevé. Alors bien sûr, il n'y a pas de MMU, donc vous pouvez écrire dans n'importe quel morceau de la mémoire physique. Vous pouvez écrire dans la WRAM, et avec ça, vous pouvez rebooter la console et exécuter le code. Est-ce qu'on a une question de l'Internet? Non, pas de question de l'Internet. Alors, j'ai peut-être raté cette partie-là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment vous saviez quand effectuer le glitch? Vous utilisiez le bus SPI, c'est ça? Ok, donc pour la première chose pour le Vector Plate Check, donc il y a une grosse range de temps. Donc on a pu utiliser des canaux auxiliaires sur l'alimentation. Donc globalement ça permettait pas de tout voir, j'ai juste du brute force, c'est ça. Pour ce qui concerne cette boucle infinie pour l'ARM9, le temps c'était important. Pour l'attaque finale, on est sur quelque chose qui est entre le dernier SPI et quelque chose lié à SPI qui est envoyé à la gestion de l'alimentation pour qu'à la fin on puisse avoir un code d'erreur au bout. Cette range de temps, elle n'est pas très importante et j'ai dû brute forcer à nouveau pour avoir ce qu'il fallait. Est-ce qu'on a une question de l'Internet maintenant? Petit problème de technologie. Ok. Internet a une question. Si le glitching fonctionne sur d'autres devices du même constructeur, est-ce que c'est dépendant du hardware? Alors oui, j'ai plusieurs DSI dans mon labo que j'ai toutes glitchées, donc c'est plutôt fiable. Il y a un peu de variance entre les différentes consoles. Ça peut être à quelques nanosecondes de différence, un peu avant, un peu après. C'est pour ça qu'il faudrait que dans le firmware du mode chip, j'automatise la détection de ces paramètres. Ça ne devrait pas être très compliqué, mais c'est du travail qui reste à faire. Il faut aussi dire, pour l'instant, je n'ai que des DSI parce que c'est moins cher à racheter d'occasion, mais il n'y a rien qui empêcherait en théorie que ça marche sur la DSI XL, par exemple. Prochaine question. Bonjour de la part du serveur Discord Nintendo Homebrew. Les cartouches DS ont du chiffrement symétrique alors que les cartouches DSI ont du chiffrement asymétrique. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on fait marcher les cartes DS sur les DSI et les 3DS? Ok, donc il y a quelque chose d'intéressant sur les jeux pour DS. Même s'ils n'utilisent pas le hardware de la DSi, la DSi elle incluait quand même une signature RSA. Donc, bien sûr, avant on n'avait pas ça. Mais le menu du système de la DSi est quand même fait en sorte que
Après la sortie de la DSi, ils ont inclus une signature RSA aussi dans les jeux DS. Et pour les jeux qui étaient parus avant la DSi, il y a simplement une liste hard-codée de jeux acceptables sur lesquels la signature n'a pas besoin d'être vérifiée. Donc, une façon d'abuser ça, c'est de trouver un jeu qui a paru avant et de trouver une vulnérabilité dans le jeu. Et ça se permettait du coup d'accéder au code, au bout de code de la DSi via un jeu DS ancien. Okay. Dernière question. Merci pour cette présentation. J'ai vu que vous aviez d'autres équipements. Je crois qu'il y avait un chip shoulder. Est-ce que vous pourriez partager le timing des attaques, les clocks, etc. Je les connais pas par cœur, mais vous pourrez trouver ça sur GitHub quelque part. Oui, il y a quelques petites choses que j'ai pas publiées, mais je pourrais les mettre en ligne, c'est pas un problème. C'était entre 50 et 90 nanosecondes. Ça fait combien de cycles d'horloge, ça? Quelques cycles. Bonjour. Est-ce que la bootrom c'est la même chose que ce qu'on appelle des images eBIOS? Alors oui et non. Pour la GBA et pour la DS, c'est exactement la même chose. C'est un peu, c'est pas vraiment le bon terme parce que c'est pas vraiment un BIOS, mais bon. Voilà. Pour la DSi, il y a une partie publique et une partie qui, elle, a les gestionnaires d'interruption, les fonctions utilitaires, etc. Donc j'appelle le tout la bootrom. C'est donc un peu un surensemble de ce qu'on appellerait le BIOS parce qu'il y a du code supplémentaire. Ok, un dernier tour d'applaudissements pour Poro, s'il vous plaît.